L'iceberg des traumas des dessins animés et séries, partie 2. On a maté la première partie hier soir, c'est vachement cool. Je suis encore traumatisé par l'agression sexuelle de la petite maison dans la prairie. Je vous avoue que j'étais pas préparé du tout à ça. Et là, normalement, on part du coup sur des trucs plus deep, plus sombres, puisqu'on arrive sur le bas de l'iceberg. Let's go, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus sombre que l'agression sexuelle d'une gamine dans la maison dans la prairie, dans la petite maison dans la prairie. On l'a vu, on l'a vu. Bon, je crois que vous avez plutôt bien aimé le premier épisode. Hein, vous avez littéralement fait péter toutes les stats, donc merci beaucoup. Et je m'y attendais clairement pas, je m'attendais juste à ce qu'on... Allez, on tape éventuellement les 500, ça serait pas mal. Voilà. Plus sérieusement, merci du fond du cœur pour tout l'accueil que vous avez apporté au premier épisode. C'est totalement fou, vraiment, les likes, les partages, les commentaires, tout ça. Vraiment, Le mec a bien percé parce que là, il est passé à 6000 là avec celle-là. Donc bien joué à lui. En même temps, il mérite, hein. Elle a vraiment quali sa vidéo. Il mérite d'ailleurs vachement plus de vues que ça. Hein, parce que la première, elle avait quoi? Elle avait même pas 100, elle avait 80 000, je crois. Celle-là, elle a que 39 000 en 2 semaines. Franchement, il mérite plus. Il a pas assez de vues par rapport au boulot qu'il a fait, par rapport à la qualité des trucs qui sortent. Il mérite vraiment plus. Hein. Vous êtes des fous. Mais du coup, vous avez mis la barre tellement haute au premier épisode que là, pour le deuxième, je dois faire beaucoup mieux. Ouais, bon du coup juste avant, je m'excuse du décor parce que voilà on n'est plus dans l'ancien appartement, on n'est plus voilà dans le setup habituel. J'ai déménagé, voilà je suis autre part maintenant avec du coup vous voyez une nouvelle caméra, le micro il a pas changé, il est toujours aussi dégueulasse. Mais on essaye d'améliorer petit à petit la qualité de la chaîne, donc voilà j'espère que ça vous dérangera pas trop ce setup, n'hésitez pas en tout cas à me le dire dans les commentaires. Dans la première partie on avait abordé 3 thématiques différentes qui touchaient à presque tous les sujets, que ce soit des images assez glauques, mais il était hardcore celui-là. assez graves que je ne vais pas re-mentionner dans cette vidéo. Bah, le viol. Et logiquement, je vous encourage fortement à aller la voir puisqu'on va sûrement faire pas mal de références à la première partie. Pour cette deuxième partie de l'iceberg, il nous reste 4 sujets à aborder. Tout comme la première vidéo d'ailleurs, on va aborder des sujets assez horribles, assez... Décès, deuil, donc là dans la première partie. Meurtre, menace de mort dans la deuxième. Suicide dans la troisième. Meurtre de masse, génocide dans la quatrième. Ok. On part sur du plus deep, hein, clairement. Surtout sur des trucs pour enfants et tout. Choquant. Donc si une des thématiques qu'on va aborder dans cette vidéo vous touche, n'hésitez pas à la skip. J'ai pas envie pour de enfants, Family Guy, ce genre de trucs, c'est pas trop pour enfants en vrai. Épisode par épisode, je vais pas vous mettre thème par thème, voilà, partie par partie, parce que j'ai eu des commentaires qui justement se plaignaient de ça. Donc voilà, je préfère faire au mieux, essayer de innover, voilà, plutôt que de rester sur le même truc qui marche pas. Voilà. Cette deuxième partie contiendra également une partie que j'ai créée du coup spécialement pour l'occasion, à savoir la partie vos traumas. Puisqu'avec tous les commentaires que j'ai eu, et beaucoup d'entre vous d'ailleurs m'ont mentionné des épisodes et des moments aussi qui vous ont choqué étant enfant, donc je me suis dit que j'allais créer en fait une section spéciale à la fin de la vidéo. Ah, smart, c'est pas mal ça. Alors, il y aura bonne idée. Une sélection de 5, hein, je vais pas non plus tout mettre parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Mais je me suis dit que déjà en parler et mettre... Attends, mais ça veut dire qu'il a fait la vidéo partie 1 il y a un mois. Et ensuite, il a fait la vidéo partie 2 pendant les 2 semaines au cours des 2 semaines qui ont suivi. En vrai, c'est pour une grosse vidéo comme ça, il a charbonné, hein, parce que ça met du temps de faire une vidéo de 50 minutes et tout, avec extrait et tout. C'est beaucoup de boulot, hein. Donc bah franchement, bien joué à lui. Enfin, bon boulot, quoi, je veux dire. J'espère qu'il s'est pas flingué de fatigue en faisant ça, parce qu'en vrai, ça prend du temps, hein, vraiment. Cette sélection à la fin, ça pouvait déjà être pas mal, parce qu'il y a peut-être des choses que vous avez abordées, que j'ai pas abordées. Donc restez bien jusqu'à la fin, ça peut être très intéressant, je pense. En attendant, encore une fois, j'espère que cette deuxième partie vous plaira. J'espère qu'elle vous plaira autant que la première. Donc voilà, je vous le dis d'avance, s'il vous plaît. Si le contenu vous plaît, si vous voulez en voir plus, si vous voulez que la chaîne s'améliore, abonnez-vous, commentez, likez, partagez surtout. Voilà, c'est le plus gros soutien que vous pouvez m'apporter moi. Donc voilà, ça me ferait vraiment trop plaisir. Merci à celles et ceux qui le feront. Et je vous remercie encore une fois pour tout l'accueil, parce que vous êtes littéralement en train de créer mon rêve, voilà, d'essayer de vivre de ma passion. Merci beaucoup, merci énormément. Et nous on est parti pour cette... c'est vertigineux quand tu vois tes stats exploser d'un seul coup sur une vidéo sans que tu t'y attendre. Ça m'est arrivé, ça fait bizarre. Sur la chaîne principale, pas sur celle-là. Cette quatrième partie abordera des épisodes qui abordent de manière explicite ou métaphorique la mort, le décès et la perte d'un proche. Perdre quelqu'un qui nous est cher, c'est quelque... Je reviens, je disais déjà ça sur la première partie, mais on voit qu'il est vraiment très influencé par Feldup. Après, j'ai disais déjà ça aussi à la première partie, c'est une bonne chose. Feldup est très très bon dans ce qu'il fait, c'est le meilleur.
en France dans ce qu'il fait. Franchement, c'est peut-être même un des meilleurs au monde dans ce qu'il fait. Parce que je regarde des ricains qui font un peu le même délire. Il y a pas, c'est pas la même vibe. Hein. Ils transmettent pas la même vibe, c'est différent. Feldup, il a vraiment sa touche à lui qui fonctionne très très bien. Donc il a raison de s'inspirer de lui parce que ça marche très très bien. Et c'est en s'inspirant qu'après tu fais les petites modifs et tout. Et tu finis par trouver ta propre patte, ton propre style à toi, quoi. Quelque chose qui fait partie de la vie et qui nous touche tous d'une manière ou d'une autre. Et il arrive que certains dessins animés ou séries arrivent à nous faire ressentir la peine et la douleur causée par un décès de différentes manières. Il est possible d'ailleurs que vous ayez même vu ces épisodes, étant donné que vous allez voir, on va aborder des séries et des dessins animés qui touchent cette fois-ci un public un petit peu plus adulte que les premières fois. Vous allez voir, ne serait-ce qu'avec le premier épisode que je vais aborder. Du coup, c'est pas les séries et les dessins animés pour enfants, là, pour le coup, je pense. C'est des trucs un peu plus adultes, probablement. Parce que Buffy contre les vampires, c'est pas vraiment pour enfants, quoi. Buffy the Vampire Slayer. Ah bah voilà. Buffy contre les vampires, c'est une des séries les plus emblématiques de l'histoire de la télé. La série comporte pas moins de 7 saisons et plus de 144 épisodes. Et je m'excuse pour les fans de la série, j'ai pas vu un seul épisode, voilà. Donc si je fais des fautes par rapport à des événements historiques ou à des personnages, m'en voulez pas. Voilà, j'ai essayé de me renseigner au mieux. La série raconte les aventures de Buffy Summers, une adolescente totalement normale. Enfin, pas totalement. Sarah Michelle Gellar, l'actrice de Buffy contre les vampires, c'est le premier amour de ma vie. Voilà. Il fallait que j'en parle parce que je viens de la voir là et c'était voilà, j'étais amoureux d'elle quand j'étais petit. C'était voilà. En dehors de son quotidien d'ado, elle est également tueuse de créatures maléfiques telles que des vampires, mais également divers démons. La série fait partie de ce cercle fermé de ce que j'appelle les séries pour ados des années 2000, comprenant également des shows comme Charmed, qui suit en fait le même. Pas vraiment pour ados non plus, enfin si, mais beaucoup d'adultes mataient Charmed aussi. Hein. Buffy et Charmed, c'était maté par beaucoup d'adultes. Hein. La trilogie du samedi, en fait, c'était maté par beaucoup d'adultes en vrai aussi. Hein. Schéma d'ailleurs, avec le côté un peu fantastique. On a également des shows comme Heroes ou Smallville qui remplissent un petit peu ces critères-là, ou encore d'autres teenage series comme Friends ou Desperate Housewives. Ça fait un paquet de séries, je sais, mais c'est pas tout, parce qu'il en reste vraiment un paquet. La série est emblématique pour différentes raisons, que ce soit pour son scénario, mais aussi et surtout pour ses personnages. Pour ma part, étant donné que j'ai pas vu la série, je sais pas en fait le degré d'importance des personnages. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai essayé de me renseigner au mieux. Et surtout par rapport aux personnages qu'on va aborder là. Dans l'épisode de Body, on y découvre Buffy rentrant chez elle pour voir sa mère. Seulement, en l'appelant pour savoir si elle est là ou pas, elle entend bien qu'il n'y a aucune réponse de sa part et va donc se diriger vers le salon. En arrivant, elle découvre sa mère couchée sur le canapé, immobile et semblant surtout totalement inconsciente. Buffy se précipite vers elle et c'est là qu'elle réalise qu'elle ne respire plus du tout. Elle tente alors tout son possible, bouche à bouche, massage cardiaque, elle appelle également les secours. Je crois que j'ai vu la série entière. Mais rien n'y fait. Mais il y a très longtemps. Reste complètement inerte. De là s'ensuit une séquence absolument exceptionnelle dans laquelle on y suit Buffy dans un état de choc complet jusqu'à l'arrivée de Giles qui nous donnera cette scène. We're not supposed to move the body. Ah oui, elle dit le corps et elle se rend compte du coup en disant le corps qu'elle a compris elle-même qu'elle était morte. Ouais, qu'elle a déjà compris depuis longtemps qu'elle était morte, mais que le dire ça le rend réel en fait. Ça doit être ça. Ouais. Ça c'est très stylé. C'est très bien écrit. La scène entière est exceptionnelle. La manière brutale dont la mort est abordée dans cette séquence. Buffy contre les vampires, c'est un diamant, hein. C'est vraiment trop bien. Je trouve une séquence particulièrement efficace. De nombreux articles vanteront les louanges de l'épisode en déclarant que c'est de loin le meilleur épisode de la série. De plus, de ce que j'ai compris, le personnage de Joyce, la mère de Buffy, est quand même assez importante, surtout pour le développement de Buffy. Le fait qu'elle décède d'un anévrisme dans la saison 5 porterait aussi la dure réalité de la vie. Et je trouve d'ailleurs que la manière dont Buffy aborde la séquence, où elle est totalement paniquée par la situation, elle sait plus quoi faire, elle est attristée. Très réaliste quoi. C'est vraiment une séquence fantastique. C'est finalement une manière assez. Tout le monde réagit pareil. Pas pareil, non, tout le monde réagit pas pareil, mais. C'est que c'est vraiment une réaction très humaine et très normale en fait à ce genre de situation où tu flippes, tu sais pas quoi faire, tu comprends pas. C'est terrifiant comme situation. Excellente personnification. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Terrifiant, ouais. Deuxième et dernière mention de Sesame Street dans cet iceberg. Dans cet épisode, de toute façon, des fois, les trucs les plus terrifiants que tu peux voir, des fois, c'est les trucs les plus. En fait, qui sont les plus réels, quoi, qui te font le plus penser à la réalité. Ça, pour le coup, c'est complètement une scène du banal, quoi. Enfin, dans une série comme Buffy contre les vampires, où elle se frite contre des vampires et des démons et des putains d'entités surnaturelles, le fait que sa mère, elle meurt pas tuée par l'une d'elles, mais juste d'une rupture d'anévrisme, c'est triste, mais c'est complètement. Tu peux très facilement te mettre à sa place, quoi. Le personnage de Big Bird, aussi appelé Tokata,
un personnage emblématique de la série, retrouve une partie de ses amis dans la cour d'un immeuble. L'ambiance est à la discussion et à la rigolade dans le groupe, chose que Big Bird a du mal à comprendre étant donné qu'il arrive un peu après la guerre. Et en vrai on le comprend, ce genre de moments c'est clairement les moments les plus gênants. Il essaye d'attirer l'attention de ses amis mais rien n'y fait, et quitte alors les lieux temporairement. A son retour, il ramène avec lui des cadeaux pour ses amis, qui se trouveront être des dessins, et ils trouveront ça super gentil de sa part d'avoir fait des dessins d'eux. Seulement, l'ambiance se calme rapidement, à la vue du dernier dessin de Big Bird. Yeah, you captured him. Wow, that's beautiful, Big Bird. Oh, thank Really you. nice. Well, I can't wait till he sees it. Ah, il est mort. Sur celui-ci, on peut voir la tête d'un vieux monsieur qui se révèle être un certain Mr. Hooper. Il s'agit en fait de l'un des tout premiers personnages de la série qui tient une boutique d'objets assez variée et qui sert également de diner pour ses amis Puppet. Muppet. Il est également le premier personnage à faire interagir les deux côtés de la barrière, savoir les Muppets et les humains. C'est aussi par conséquent l'un des personnages principaux de la série. Mr. Hooper, c'est un personnage attachant avec beaucoup d'humour, d'humanité et de savoir-vivre. Et je trouve que la manière dont il est présenté dans l'épisode et dans la série surtout, ça rappelle un petit peu ce vieux monsieur qui te raconte des histoires, qui rigole avec toi, donc voilà, assez gentil. Au-delà de son importance dans la série, Monsieur Hooper est un personnage à l'origine très proche de Big Bird, lui-même le considérant comme son mentor et sa figure paternelle. Et les deux se trouveront être très proches durant toute la série. Seulement des... J'ai jamais vu un seul épisode de Sesame Street, je comprends pas le délire de Sesame Street. Par contre, genre, pourquoi il y a des putains de marionnettes qui se baladent avec des gens normaux? Et genre, enfin, je comprends rien à ce délire-là, mais ça a l'air hyper populaire aux States pour. Bah, je pense que c'est un truc pour enfants, quoi, mais ça a l'air hyper populaire et tout aux States, quoi. En c'est. 1982, l'acteur Willy, l'interprète de Mr. Hooper, s'éteint à l'âge de 74 ans des suites d'une crise cardiaque. Ce décès est un bouleversement total pour la série et pour ses fans qui ont grandi et qui se sont attachés à ce monsieur et à sa personnalité. Il a été également l'une des figures majeures dans le développement des Muppets à la télé et au cinéma et restera à jamais l'une. Non, mais alors, du coup, 100%, mais c'est sûr à 100% qu'il va parler. Du coup, de la scène de Touche pas à mes filles, où on découvre que le daron est mort en fait, en allant chercher du lait. 100% il va parler de ça, c'est obligé du coup. Parce que je sais plus, on réagissait à une vidéo l'autre jour, ça m'a fait penser à ça, je sais plus ce que c'était, et ça m'a fait penser à ça, et du coup j'en parlais et tout, mais c'est sûr que du coup il va réagir à ça quoi. Des figures majeures. Ouais, il va réagir, il va voilà qui remet le en contexte parler sur ce fameux dessin. dans Cet cette épisode partie de Star l'iceberg. Wars Mr. Hooper est en fait un hommage certain à Willy et à son personnage. Et dans la C'est scène, terrifiant, lorsque cet Big épisode Bird m'avait- montre le dessin à ses amis, ils apparaissent tous donc très m'avait attristés, grave marqué, conscients moi. que Mr. Hooper n'est plus là. Big Bird, ne voyant pas ça comme cela, prévoit de donner le dessin en main propre à Mr. Hooper, mais les différents personnages lui expliquent alors les choses. Big Bird, when people die, they don't come back. Ever? No, never. Je trouve que l'épisode C'est retranscrit expliquer à assez un bien enfant ce ce que qu'est c'est la le mort, déni et quoi. le deuil à travers ces différents personnages et notamment à travers celui de Big Bird. Terrible À sa d'expliquer sortie, ce que c'est la l'épisode mort à un sera enfant. considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire et est également un des épisodes pris pour exemple quand il s'agit de représenter au mieux le deuil et la représentation du décès à l'écran. Futurama, Jurassic Park. Bon, on va parler là d'un sujet qui me tient énormément à cœur, que je pense pas avoir mentionné sur le premier épisode. Les animaux. J'ai toujours été entouré d'animaux quand j'étais petit, que ce soit des chiens, des chats ou même d'autres animaux. Et pour moi, ce sont des c'est membres l'épisode du importants chien de la vie. de C'est un sujet Fry. qui me tient énormément à cœur parce que Oh, je me l'épisode suis du toujours chien dit de que Fry, si un putain. jour j'ai de la communauté et j'ai de l'influence, je pourrais justement mettre cette influence au profit des animaux, des associations et tout. Donc voilà, c'est quelque chose qui importe beaucoup pour moi. Pour revenir au sujet principal, Futurama est une série très populaire Compte datant beaucoup de pour toi. 1999 et est à l'heure actuelle encore Importe diffusée beaucoup pour moi, ça veut pas aujourd'hui. dire Tout comme les grand-chose. Simpsons, Futurama est une série visant un public de jeunes adultes et adolescents avec un plot assez humoristique et satirique. Je précise que pour les jeunes adultes parce que je me suis fait absolument incendier dans les commentaires pour les Simpsons et South Park, surtout pour les Simpsons. Donc voilà, les jeunes adolescents, jeunes adultes, tout ce que vous voulez. Moi, je précise quand même que les Simpsons, moi je les ai regardés à 10 ans et que pour moi 10 ans c'est petit encore. Hein. Donc voilà, c'est ma seule défense, vraiment, je vous jure. Non, vous Ah voulez bah, pas, beaucoup si- d'adultes qui abonnez-vous. matent les Simpsons aussi. Dans l'épisode Jurassic Park, Fry, le personnage principal, emmène son ami Bender au musée. En avançant, il aperçoit le fossile d'un chien qui lui rappelle directement Seymour, son chien qu'il avait au XXe siècle juste avant sa cryogénisation. Ah, il est trop beau Faut cet savoir d'ailleurs épisode. que la chronologie de la série se passe à l'an 3000, donc je crois au 31e siècle, un truc comme ça. Il cherchera pendant 3 jours Oui, tous les parce que moyens c'est 1000 ans pour plus tard. récupérer le fossile afin de redonner vie à son... En fait, il allait fêter l'an 2000 et il rentre dans un truc de cryogénisation pile à ce moment-là et il est décryogénisé 1000 ans plus tard, donc il fête du coup l'arrivée de l'an 3000 au 31e siècle. Et donc il vit au 31e siècle. chien. Après différentes péripéties, il arrive finalement à le récupérer et tente alors, à l'aide du professeur Farnworth, le clonage du chien. Le professeur commence alors son processus de clonage, quand soudain Fry s'aperçoit sur l'écran au-dessus de la console que apparemment son chien a vécu
15 ans, soit une vie complète concrètement. Petit point récap. Il faut savoir que lors de la cryogénisation de Fry, Seymour était à ce moment-là alors âgé de 3 ans. Fry comprend alors à ce moment-là que son fidèle compagnon a probablement vécu une vie heureuse avec de nouveaux maîtres. Sauf et que il a non, dû c'est trop complètement triste. l'oublier. C'est trop Il en est triste. rien. Un flashback nous montre alors Seymour attendant devant la Ah, c'est pizzeria trop où travaillait triste. Fry, juste Ah ouais. c'est de loin l'une des scènes les plus... Bon, c'est clairement inspiré de... comment il s'appelle le chien au Japon qui a attendu son maître pendant des années aussi, comme ça, à la gare. Ah, j'ai plus le nom du chien, mais c'est clairement inspiré de ça, mais cette scène est beaucoup trop triste. Surtout quand tu te dis que Fry ne l'a pas cloné, parce qu'il s'est dit, bah non, il a eu une vie heureuse, c'est bon, j'ai pas besoin. Et en fait, non, il a passé sa vie à l'attendre, donc en fait, en le clonant, il aurait pu accomplir le rêve de son chien, et le sien, mais parce qu'il aime son chien et qu'il a mal compris la situation, bah il en est rien quoi du coup. Cet épisode est trop triste. Je me souviens, il m'avait L'abandon, trop j'ai marqué déjà aussi. mentionné sur la première partie, mais là on est vraiment sur autre chose, parce qu'on parle pas assez, je trouve, de l'abandon des animaux. Rien que sur l'année 2023, on est à 44 840, Ouais, putain. pour vous donner une idée. Ma soeur vient d'adopter le petit chat, 2 bébés chats qu'elle a adoptés au veto parce que son chat à elle venait de mourir. Enfin, on venait de le piquer, il avait eu un accident et tout, et on a été obligé de le piquer. C'était trop triste. Mais du coup, elle a adopté 2 nouveaux petits chats. Ces petits chats ont été amenés au veto par quelqu'un qui a dit les avoir trouvés dans une gouttière. Alors, je pense que je peux affirmer sans trop de... Pas à 100%, mais je pense je suis à 90% sûr que c'est faux. Et que ces gens ont juste... savaient pas quoi faire des petits chats et ils ont pas réussi à les donner ou les vendre. Et donc, ils les ont amenés au veto. Parce que les petits chats, ils sont 2 mois pile, ils étaient sevrés, ils étaient propres, ils savent utiliser une litière. Donc, c'est pas logique qu'ils aient été trouvés dans une gouttière à cet âge-là. Ils ont grandi dans une maison et ils ont été éduqués. Ils ont déjà utilisé des litières et tout, donc c'est pas possible, c'est un mensonge par exemple. Et en vrai, ça arrive extrêmement souvent. Ça m'est arrivé de trouver des chatons balancés par. Moi j'habite. Bon, il y a un festival dans la ville où j'habite, je vais pas donner le nom de ma ville, mais il y a un festival dans la ville où j'habite et j'ai déjà trouvé derrière les barrières mises pour le festival des chatons balancés par-dessus les barrières comme ça, qui venaient de naître. 100%, il y avait le cordon ombilical encore accroché et tout. Ils venaient de naître, ils ont été balancés comme ça. Enfin, je trouve ça vraiment monstrueux de faire ça. Stérilisez vos animaux si vous n'êtes pas capable de. Si vous voulez pas de bébé ou quoi que ce soit, stérilisez vos animaux. Genre, c'est la chose la plus humaine que vous pouvez faire. Vous stérilisez vos animaux, les gens. Vous êtes des baisers de faire ça. Parce que le chaton que j'ai récupéré derrière les barrières là avec le cordon ombilical accroché, j'ai essayé de m'en occuper. Hein. Bah, il est mort en un jour. Hein. Genre, parce qu'en fait, il avait des infections et tout. Un chaton, ça peut pas survivre seul, même si tu le récupères et tout, mais en t'en occupant, c'est super compliqué de faire survivre un chaton qui est aussi jeune en fait, qui vient de naître, parce qu'il est pas capable de conserver sa chaleur, il est pas capable de pisser et de chier tout seul, parce qu'en fait, un chaton pour pisser et chier, en fait, c'est sa mère qui le lèche. Et ça appuie sur son estomac et ça fait qu'il arrive à se vider quoi, mais tout seul il peut pas le faire, donc si vous faites pas vous-même le truc où vous vous appuyez avec une lingette ou quelque chose comme ça, un truc humide, bah en fait il fait une occlusion, un truc dans le genre, une infection et il meurt de ça aussi. Enfin en fait, n'abandonnez pas vos animaux par pitié, par pitié n'abandonnez pas vos animaux, stérilisez-les ou enfin j'en sais rien. Au pire si vraiment vous savez pas quoi en faire, allez emmenez-les au veto quoi. Enfin plutôt dans la dernière de la possibilité, juste si vous n'avez pas stérilisé vos animaux, que vous vous retrouvez avec des animaux dont vous pouvez pas vous occuper, donnez-les au veto, une association qui au moins pourra s'en occuper de manière humaine et les balancer pas comme ça n'importe où quoi, parce que si c'est des bébés ils vont mourir en fait. Donc à ce moment-là franchement tuez-les vous-même parce que c'est la même chose sauf qu'ils souffrent plus quand vous les balancez, voilà. Je pense que personne n'a envie d'être abandonné au bord de la route attaché à un poteau. Je tiens à mentionner également le fait que l'épisode a été nominé à la cérémonie des Emmy Awards, une cérémonie qui récompense les séries télé, et a été nominé en 2003 dans la catégorie Primetime, qui est une catégorie spécialement réservée aux dessins animés. Ils se feront battre par un épisode des Simpsons, mais reste encore aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs épisodes de Futurama. Bah, il était trop stylé cet épisode. Dans un tout autre registre, on va parler d'un dessin animé qu'on avait déjà abordé dans la première partie, à savoir South Park. Vous le savez, l'un des gros running Franchement, gags de la ça m'étonne qu'il ait pas été plus abordé dans la première partie. Celui-ci est fréquemment sujet à des atrocités et meurt dans énormément d'épisodes de la série. Si je ne dis pas de bêtises, Kenny meurt plus de 126 fois au cours de la franchise, en comptant les films, les jeux vidéo et les courts-métrages. Il a compté. Ah non, il a dû aller voir sur Wikipédia. Il est surtout vu comme un très gros running gag. Cependant, lors d'un épisode de la saison 5 nommé Kenny Dies, un épisode qui n'a à première vue rien de choquant puisqu'on a l'habitude de voir Kenny mourir un épisode Mais sur là, il deux, meurt on vraiment, apprend quoi, que c'est ça Kenny est atteint d'une maladie rare appelée myopathie de Duchenne. Je vais pas rentrer dans les détails médicaux et scientifiques,
Mais globalement, c'est une maladie qui crée une faiblesse musculaire allant jusqu'à toucher les muscles cardiaques et entraînant par conséquent la mort. maladies C'est chez une les maladie enfants, qui c'est démarre terrible. très tôt, à l'âge de 3 ans, et l'enfant peut aller jusqu'à la tétraplégie. Genre les cancers, les tumeurs et tout chez les enfants, c'est genre ou les maladies comme ça dégénératives, ce genre de choses. C'est quand ça touche les enfants, c'est vraiment horrible quoi. Vraiment, c'est trop dur de voir un enfant lutter contre une maladie. C'est en fait tu te sens inutile et tout, impuissant. C'est Dans cet épisode, C'est Kenny terrible. est donc atteint par cette terrible maladie et se retrouve finalement condamné. Contrairement aux autres épisodes de la série, on y voit là les différents personnages se donner plus de mal que d'habitude à essayer de l'aider, que ce soit Stan, Kyle ou Cartman. Les 3 garçons n'arriveront cependant pas à aider leur ami et Kenny s'éteindra pour de bon. ouais parce que là c'est sans pas un revenir gag dans quoi. l'épisode d'après comme les autres fois. Cet Ah, épisode marque ouais. un tournant dans la série puisque c'est la toute première fois qu'un personnage central de la série disparaît pendant une très longue période. Et quand Ah je oui, dis il revient central, après, je parle ok. surtout de l'un des 4 personnages principaux. Kenny, un personnage iconique dans l'univers de South Park, s'éteint, laissant derrière lui sa famille, ses amis et tous les fans de la saga. Il revient la saison d'après non? Goodbye, you guys. Du moins pas pour longtemps. En effet, à la fin de la Ouais, saison oui. 6, dans l'épisode La chute du traîneau rouge, Kenny revient comme si de rien n'était et redeviendra un personnage récurrent de la série. Cependant, Ils en ont pour vraiment rien à les foutre. showrunners feront en sorte que Kenny meure de manière beaucoup plus occasionnelle qu'avant. Voir un personnage aussi important que Kenny partir, ça fait un coup, même en étant gamin. Bah ils en Si avaient gamin peut-être encore- marre d'essayer de trouver des manières innovantes de le tuer à la fin de chaque épisode et tout. Peut-être que ça devenait relou pour eux en fait comme running gag. Ce que je peux comprendre, c'est chiant très vite à mon avis à mettre en place tout le temps quoi. Une fois, la tranche 10-11 ans. Et c'est, je trouve, un épisode assez intéressant pour aborder l'importance des décès dans les dessins animés. Juste dommage qu'il soit revenu à la fin, ça aurait été peut-être plus malin de le laisser mourir, mais on comprend aussi le choix des showrunners, ne serait-ce que pour l'importance qu'il a auprès des fans. Beyblade Metal Fury, l'étoile manquante des 4 saisons. Celui-là, je l'ai ajouté personnellement dans l'iceberg, même si c'est clairement une exception, étant donné que ça vient d'un animé japonais. Et d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je sorte une vidéo Bon, ça sur les marche morts aussi, les hein. plus emblématiques des Enfin, ils comptent animés pas les. japonais. Attends, parce que depuis le début, ils comptent pas du tout les. Ah ouais. Bah oui, dessins animés et séries. Oui, c'est vrai que depuis le début, ils comptent pas les animés et tout dedans en fait. Ok. Ça me chaufferait de fou, voilà, dites-moi, n'hésitez pas. Petite remise en contexte. Bon, il y en a un paquet en C'est plus, une hein. série d'animation japonaise sortie dans la fin des années 2000, à peu près en même temps que le manga, et comprend 3 saisons ainsi qu'un film. J'inclus pas ici Beyblade Shogun Steel parce que pour moi c'est une histoire qui est beaucoup trop différente en fait de Beyblade Metal, même si on va y retrouver des personnages J'ai assez jamais maté récurrents Beyblade. comme Jinga, Madoka ou Tsubasa. Et pour moi voilà. J'ai c'est déjà joué vraiment au une Beyblade, histoire par contre. à part. Durant la série, on découvre Au toupie dans la personnage de Ryuga, un homme torturé. Il y avait un mec qui battait tout le monde avec sa toupie. Qui cherche à être le leader le plus Jusqu'à ce qu'un jour, il se fasse battre par une autre toupie au moment, c'était un shonen cette scène. Genre, ils se battaient et tout, là, les toupies elles étaient en train de se taper. Et ça faisait. Le mec il faisait victoire sur victoire sur victoire sur tout le monde, il battait tout le monde avec sa toupie et tout. Et un jour, hop, le match dans l'arène, et là, sa toupie à lui, elle explose. Et c'était la fin. Après, c'était fini. Sa toupie, elle était morte. C'était la fin de sa série de victoires. C'était trop épique, je me souviens. sans jamais exister. Il passera par de nombreuses Tu- phases. étant Après, bon, quand t'es gamin, antagoniste tu dans la première saison, puis trouves des trucs anti-héros dans la deuxième, complètement pour cons, finalement très devenir épiques, le mais solitaire rongé par la soif de c'était pouvoir très dans la épique. 3e saison. C'est un des personnages centraux de la série qui amènera d'ailleurs à 2 des développements selon moi les plus importants de toute la série. Avec un autre personnage central appelé Kenta. On va y venir de toute manière. Dans cette 3e saison, appelée Beyblade Metal Fury, la toupie de Ryuga, comme d'autres bladers, reçoit un fragment d'étoile qui donnera un gros power-up à sa toupie, la rendant terriblement puissante. Faut savoir que Ryuga a toujours été extrêmement puissant, hein, l'un des personnages les plus puissants de tout le manga, et d'ailleurs... En tout cas, ils ont dû vendre un paquet de toupies avec, le héros principal leur qui est animé, là. logique, hein. Bon, le rapport méchant gentil. Et d'ailleurs, les deux s'affronteront à de nombreuses reprises et auront parmi les combats les plus impressionnants de toute la série. Au fur et à mesure de la saison, Ryuga sera rejoint dans sa quête de puissance par le personnage de Kenta. Jaloux que ses amis aient reçu un fragment d'étoile et lui non, il cherchera à se renforcer et suivra Ryuga partout où il ira pour apprendre à devenir plus fort à ses côtés. La saison développe une forte relation entre les deux personnages, malgré un mépris certain de la part de Ryuga, mais ça construit également, à mes yeux, les 2 meilleurs développements de la saison. Lors de l'affrontement final contre le grand méchant de la saison, Rago, Ryuga prendra part seul au combat face au Blader et à sa toupie Nemesis, considérée comme la toupie ultime. Un grand duel a lieu, mais la puissance de Rago étant trop forte, elle conduit à la défaite écrasante de Ryuga. Dites-vous que Ryuga a tellement été construit fort que le voir se faire one shot comme ça, c'est clairement le truc le plus inattendu possible. Et surtout, ça a choqué beaucoup de monde, dont moi, de le voir dans cet état. Plus tard, il sera rejoint par Kenta. Et Ah, mais il est pas mort, du coup. Et c'est là que la bataille finale commencera. Nemesis arrive à démolir chacun d'entre eux super facilement. Et étant donné que Ryuga est KO, il est impossible pour les autres bladers de sceller Nemesis et donc de gagner. C'est alors qu'une colonne de flammes bleues apparaît derrière les personnages. Et on y voit Ryuga se lever et déclarant alors ceci à Kenta. Il y a eu un moment
Un moment grandiose où je me suis comporté sérieusement. Et j'ai promis. Prends-le, il est pour toi. Kenta! Il transfère alors le pouvoir de cette épée Ah à celle putain, de le Kenta, concept de Beyblade avant et de tout, je te jure, c'est un disparaître délire. définitivement en poussière. Pour beaucoup de gens dont moi, ce moment, ça signifie clairement la fin et la mort de Ryuga. Et je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait particulièrement choqué de voir un personnage aussi important disparaître comme ça. Cette mort derrière... Encore que Yu-Gi-Oh, je peux comprendre, tu vois, parce qu'il y a quand même un truc de technique et tout, de stratégie des cartes. Même si bon, au final, il croit en l'âme des cartes et que et c'est toujours cheaté parce qu'il finit par gagner parce qu'il croit en l'âme des cartes. Mais Beyblade, pour le coup, c'est vraiment des toupies, quoi. Donc bon, je sais qu'elles sont possédées par des machins et tout, mais bon, ça reste des toupies, quoi. Donc je préfère voir Digimon, quoi. un certain deuil de la part de Kenta qu'il a directement transformé en colère pour aider les autres à gagner la bataille. C'est peut-être anecdotique pour vous ou pas, hein, je sais pas si vous avez été particulièrement impressionné ou touché par cette mort, qu'à les fans de la série, Non. dites-moi ce que vous en pensez. Mais dans tous les cas, je Mais comptais je l'ai la pas mettre vu dans après, cet iceberg donc, parce que c'est une mort qui m'a énormément affecté plus jeune. Voilà pour cette 4ème partie de l'iceberg. On descend maintenant. Non, mais attends, mais mec, t'as oublié de parler de l'épisode de Touche pas à mes filles où le père il meurt, putain. Trop important comme épisode, ça. Oh là là. En plus bas dans l'iceberg, Il sera bon pour faire une les rayons troisième du soleil partie. deviennent à peine visibles et on Ou une continue partie annexe. dans cette prochaine partie. Nous voilà maintenant dans cette 5ème partie de l'iceberg. Comme vous l'avez vu dans le titre, les épisodes qu'on va aborder là relatent d'homicides, de menaces de mort et de tout ce qui tourne autour de ça. Dans cette liste particulièrement, de nombreux épisodes ont été sujets à controverse. Donc encore une fois, je vous Meurtre mets un et menaces de disclaimer, mort, du coup, j'insiste, c'est ça le et thème. Si vous êtes sensible Ok. à ce genre de sujet, passez la partie. Qu'est-ce ou qu'on quittez peut la vidéo. Quant à nous, on va avoir rentrer dans le vif du sujet par ce premier cas particulièrement dégueulasse. X-Files. Pour ce premier Ah. sujet, on va parler de l'une des séries les plus X-Files, il y a des emblématiques trucs des années vraiment 90. flippants dedans, hein. J'ai nommé X-Files. Moi, j'ai un épisode qui m'est toujours resté en tête. J'ai très peu maté X-Files, mais j'ai vu quelques fois des épisodes par-ci par-là à la télé. Mais je matais pas activement, quoi. C'est vraiment, je tombais dessus, puis je matais l'épisode, et voilà, quoi. Et ben, il y a un épisode qui m'est vraiment resté en tête, c'est l'épisode de la mouche, où genre, en fait, le mec, c'est un homme mouche, c'était un peu compliqué, mais en gros, ouais, je me souviens que le mec, c'était genre, ça devait être un homme mouche ou quelque chose comme ça, ou alors c'était une mouche gigantesque qui contrôlait les autres mouches, je sais plus ce que c'est le délire. Mais cet épisode m'avait marqué parce que je crois qu'il avait bouffé des gens et tout. Bon, moi j'ai vu ça, j'avais 11-12 ans, quoi. Donc forcément, des trucs comme ça, ça marque, quoi, quand à cet âge-là. Mais je sais pas pourquoi cet épisode spécifiquement m'est resté en tête. Je pense que c'est le concept de la mouche humaine qui contrôle les mouches et tout qui m'avait fait flipper. Le délire avec les insectes, ça peut très vite être flippant ou dégoûtant, en fait. C'est peut-être pour ça. X-Files est une série de science-fiction diffusée une première fois entre 1993 et 2002, puis connaît un renouveau de 2016 à 2018. La série raconte le quotidien de deux agents spéciaux du FBI, Fox Mulder et Mulder Scully. et Dana Scully, qui enquêtent sur des dossiers non classés impliquant majoritairement des phénomènes paranormaux. La série trouvera rapidement son public atteignant des dizaines de millions de spectateurs, avec une très grosse cote de popularité auprès des jeunes adultes. Les épisodes sont souvent très particuliers, très dark, très sombres, et englobant Ça, parfois c'est vrai. différents genres, notamment celui de l'horreur, sans forcément aller dans des choses hyper trash. Ce qui n'est pas le cas de l'épisode qu'on va aborder juste ici. La première fois que j'ai fait mes recherches pour cet épisode, je me suis demandé comment ça peut passer à la télé, étant donné le côté trash et le côté violent de celui-ci. Dans l'épisode, Mulder et Scully enquêtent sur le meurtre d'un nourrisson dans une petite ferme isolée. Ah oui. Ils découvriront plus Bah, tard le pitch une déjà chose part un peu. affreuse, dégueulasse qu'on va développer dans l'épisode. L'épisode commence avec une femme donnant naissance à un nourrisson totalement déformé. 3 hommes sont autour et récupèrent le bébé pour l'enterrer non loin de la ferme. À savoir qu'à l'origine, la scène a été modifiée à cause des cris de bébé et des cris d'agonie qui étaient beaucoup trop violents, et même d'ailleurs les membres de l'équipe technique en ont aujourd'hui les conséquences et les séquelles. Quelques temps plus tard, un groupe d'enfants Encore aujourd'hui baseball non loin Oh, de la faut ferme, peut-être pas abuser. d'entre eux se prépare à engager quand il marche sur quelque chose de mou. En relevant le pied, il découvre sa chaussure ensanglantée de restes humains. Cadavre La d'enfant. caméra nous fait alors découvrir une main sortant du sol, faisant fuir les enfants. Le shérif de la ville fait alors appel à nos 2 enquêteurs. Il découvre alors le corps du fameux bébé en début d'épisode et soupçonne possiblement la petite maison juste en face de la ferme. Le shérif explique la situation. Il dit que les personnes qui habitent là s'appellent les Peacocks. C'est une famille isolée du monde qui Les réside pans. depuis la guerre de sécession. Il explique que Peacock, la ça veut maison est dire pan. actuellement habitée par 3 frères et qu'ils ne dépendent de personne. Et surtout, Ah, fait what assez your peck, intéressant, your c'est une peck. famille consanguine. Katy Perry. Voilà, ça vous met un petit peu le contexte de l'état dans lequel ils sont. L'autopsie du bébé révélera plus tard que l'enfant a bel et bien été enterré vivant. Et les soupçons se tourneront naturellement vers les 3 frères. Ils soupçonnent également que ces 3 frères-là... Oh putain la vache, on voit vraiment le corps du bébé et tout, quoi. Ah ouais, j'avoue, l'épisode est beau bresson. Hein. séquestrer et violer une femme
pour qu'elle mette au monde l'enfant. Les 2 enquêteurs se mettent alors en route pour la ferme pour voir ce qu'il s'y trame et en arrivant ils découvriront c'est la colline une à des maison yeux, vide, quoi. mais remplie d'indices qui pourraient permettre de prouver qu'ils sont bien Ou, à l'origine de ce meurtre. Les 2 barbare. enquêteurs s'en vont, quittent la maison et nous spectateurs Beaucoup on de films avec ce découvre que concept, quelqu'un hein. les surveillait depuis le début. Cependant Bah après, pendant la nuit, beaucoup de cas dans la réalité où ce concept se produit aussi. les 3 frères se rendront chez le shérif pour l'assassiner, lui et sa femme. C'est le shérif adjoint qui découvrira le corps et le signalera à Mulder et Scully. Les 3 forces d'autorité ont maintenant assez d'éléments pour arrêter les Peacocks. Ils mettent alors au point un plan pour essayer de les arrêter. Le shérif sera le premier à rentrer dans la maison mais se fera exécuter par un piège et vient ensuite nos 2 agents du FBI qui créeront une diversion avant de rentrer dans la bâtisse. Ils découvrent une femme, le visage Oh, déformé et amputé des 4 membres. Pensant au début qu'il s'agit de la femme retenue en captivité, ils découvriront rapidement qu'il s'agit nul autre que la mère des 3 frères, mais la discussion sera stoppée net quand les 3 hommes rentreront pour tenter de tuer les 2 agents, et une bataille a lieu dans laquelle 2 des frères seront éliminés. Mais Le c'est dernier complètement arrivera à genre s'enfuir la colline avec à des sa mère, yeux qui ou ils Massacre à la retrouveront tronçonneuse. une nouvelle famille. Bon, je suis désolé, Très le inspiré. résumé est assez long, mais ça me permet aussi de vous poser un petit peu le contexte de l'épisode, qui est, je trouve, assez trash. Contrairement à certains épisodes qui contiennent surtout un moment choquant en particulier, avec cet épisode-là, c'est surtout sa totalité qui est graphiquement violente. L'épisode sera interdit aux moins de 17 ans et comprendra pour la Moi, première ça fois m'étonne dans pas. l'histoire de la série un disclaimer en début d'épisode. L'épisode d'ailleurs ne sera pas rediffusé derrière. Une première dans l'histoire de la chaîne Fox. Bon, L'histoire de la dommage. famille consanguine un peu à l'écart de la société. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais moi en tout cas ça me fait penser à la famille Whittaker, une famille consanguine qui vit du coup également reclus de la société et qui a fait pas mal de bruit il y a quelques mois. Bon, bien entendu, ça Ah n'a ouais rien à voir sur le plan violence Jamais et entendu parler. cruauté. En tout cas de ce que je sais, hein, je sais pas du tout ce qui s'y trame dans cette maison. En tout cas, ça m'a pas mal fait penser à ça. Au final, cet épisode d'X-Files a quand même énormément marqué les esprits par sa violence et son contenu choquant Oh, et reste la à colline l'heure à des actuelle yeux, l'un ouais. des plus sombres de l'histoire des séries télé. Revenons dans les dessins animés avec la série Pygmalion. d'animation King of the Hill, ou King Les of the Rois Hill. du Texas en français. Cette série-là, je la connais Ah. surtout de loin. Jamais Je sais que c'est vu. une série qui est quand même Ouais, assez jamais vu, populaire, jamais vu. datant du début des années 2000. Et c'est une série qui fait partie de ce trio iconique des dessins animés pour jeunes ados avec les Simpsons. fait un peu et penser à Family F Guy. is for Durant Family l'épisode ou ce genre de Pygmalion, truc. Le personnage de Luan commence à fréquenter un chef d'entreprise qui est Graphiquement, idolâtre du j'entends. nom de Trip Larsen, un gérant d'une entreprise de production de porc. Elle tombe folle amoureuse de lui, ce qui inquiète fortement sa famille. Pas seulement Attends, pour parce la que- différence Le truc, c'est que là, faut pas oublier qu'on est dans la catégorie meurtre, menace de mort. Donc, parce que moi, là, je pensais que ça allait partir sur un délire où elle allait se faire violer, du coup. Mais on n'est pas dans cette catégorie-là, dans la catégorie meurtre, menace de mort. Donc, je sais vraiment pas où ça va. Parce que le mec est un tueur en série, du coup. d'âge, mais surtout parce que Larsen a un comportement assez étrange à l'égard de sa famille et à son égard également. Peggy, la tante de Luan, sera celle qui sera le plus inquiète à son sujet, observant une grande naïveté dans l'esprit de sa nièce. Un soir, Peggy recevra un colis assez étrange devant leur maison, un cochon décapité, et elle comprend très vite Ah que c'est oui. le signe évident d'une menace de mort à son égard. Luan, quant à Ah, elle, une passera menace de de mort, plus en du plus coup, de ok. temps avec Larsen, mais celui-ci commencera à développer un comportement de plus en plus bizarre, cette fois-ci avec elle. Elle découvrira d'abord un cochon enfermé dans une pièce, ce qui mettra d'ailleurs fortement Larsen en colère, et peu de temps après, la jeune fille se réveillera avec les cheveux rouges ensanglantés, littéralement puisqu'elle sera couverte de sang, donnant cet aspect roux. L'homme prendra également soin de remplacer toute la garde-robe de la jeune femme par la même Mais qui est tenue, malade. troublant un peu plus sur ce qui se passe ici. Elle finira finalement par tomber sur une publicité d'une personne ressemblant comme 2 gouttes d'eau à elle, et Larsen lui explique alors la pour ça situation. qu'il Il atteint les explique cheveux en que roux. selon lui, la personne sur cette photo est à ses yeux la femme parfaite, et qu'il a toujours recherché une femme avec les mêmes traits qu'elle. Ce qui est du coup le cas pour Luan. Mais Luan se confie et il lui dit qu'elle se sent terriblement seule depuis qu'elle est ici. Et Larsen la rassure en lui disant qu'elle pourra voir autre chose et qu'elle pourra surtout s'amuser à la fête de ce soir, une fête d'Halloween qu'il organise chez lui. Elle croise sa famille qui ont été invités à la fête et décide de leur parler de la situation. Et la gouvernante débarque et lui demande de rejoindre Larsen. Elle le découvre déguisé en cochon et Larsen Oula. demandera alors la main de Luan. La jeune fille est très excitée, mais il change au dernier moment en disant qu'elle doit épouser un type avec la même tenue que celui sur la pub. Il essaie tout simplement What de the recréer la fuck? photo, mais Luan prend peur et décide Le mec de a un s'enfuir. kink Larsen la trop rattrape, tente de la déglingué. capturer, mais What am I doing in a pig costume? What? Uh-oh. What? j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Cet épisode est assez explicite. Je pense que tout le monde l'a compris, que ce soit avec le cochon décapité sur le palier de la porte, la tentative de séquestration, et surtout, même si c'est pas montré, la mort de Larsen. Voilà, tout est subtil, mais ça reste quand même assez trash. L'épisode devait à la base sortir pour un spécial d'Halloween, mais il fut finalement reporté. Bah, surtout 2 si saisons c'est- plus tard s'il y a pour des raisons enfants qui peuvent beaucoup de regarder, rumeurs quoi. tournent encore sur Larsen. Comme quoi, on devrait l'apercevoir en fond d'usine, empalé sur un crochet. Et rien de fondamentalement vrai. Ça reste surtout des légendes urbaines pour faire frissonner les gens. Ou pas. Tom et Jerry,
Heavenly Puss. Tom et Jerry, c'est l'un des dessins animés les plus Ou pas. iconiques de l'histoire. Pourquoi Et ou c'est pas. en partie parce que c'est un dessin animé qui a traversé les âges. C'est assez celui où facilement, Jerry étant se donné suicide que sur un même rail. Nos parents ont connu la série, tout De comme train. la Panthère Rose et Inspecteur crois. Gadget. Et mais je crois qu'il y a même un nos grands-parents épisode comme ça. connaissent La série est connue majoritairement pour ses deux personnages iconiques et pour son côté cartoon goofy totalement efficace et très assumé de la part des showrunners. Cependant, vous commencez à être habitué. Certains épisodes diffusés à la télé sont passés à la trappe pour des raisons assez diverses. Les épisodes sombres, inadaptés avec une représentation assez discutable. Dans cet iceberg, on va aborder deux épisodes de Tom et Jerry, dont un qui va arriver normalement dans la partie Le dessin animé suivante, d'avant qui sont des Ouais, il était épisodes trop assez chelou. Hein. spéciaux et qui sont surtout considérés comme sons entre guillemets dans leur thématique et qui ont également été retirés de la diffusion. Avant de parler du prochain épisode, on va parler de celui-ci, à savoir Heavenly Puss. L'épisode Heavenly Puss démarre avec Jerry qui essaye de s'incruster dans la maison des propriétaires de Tom pour voler un gâteau qu'il a vu sur la table. Tom surprend la souris et cherche comme à son habitude alors à l'attraper. Il le court dans toute la maison jusque dans les escaliers, mais en arrivant et en voulant faire tomber Jerry, Tom fait tomber à la place un piano qui vient s'écraser sur lui. On y découvre alors un Tom aplati, mais surtout mort. Je déconne pas, Tom est à ce moment-là réellement mort. On le verra même monter au paradis et je vais m'arrêter là parce que en soi la suite de l'épisode est pas giga intéressante. C'est surtout en fait cette partie-là qui nous intéresse. L'épisode est encore aujourd'hui Tom, c'est qui, c'est la souris en Europe et au Brésil pour sa Non, c'est le chat, participation Tom. de la mort et tous les messages religieux qu'il représente. En Oui, effet, c'est quand le je chat, parle de ok. messages Je religieux, viens de voir, je c'était parle le du chat. rapport assez évident au christianisme avec le chien qui est symboliquement représenté comme le diable, le rapport au paradis, etc. etc. On y apercevra aussi les trois chatons, Fluff, Ouais. Muff et Puff, qui apparaîtront dans un petit sac trempé, ce qui veut probablement dire qu'ils ont été Ah oui, non, c'est un peu trash quand même. Les chatons qui arrivent dans un sac trempé, putain, quel enfer. Oh là là. abandonnés dans un cours d'eau et qui se sont donc par conséquent noyés. Si on part de ce postulat, on peut affirmer très naturellement que contrairement aux autres épisodes de la série, celui-ci est quand même bien plus sombre que d'habitude. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous connaissez. J'avoue, un l'épisode gamin peut pas capter ça, si hein. d'ailleurs vous connaissez Faut être adulte les pour anciens comprendre épisodes ça. ou pas du tout. Invader Zim, Dark Harvest. Cet épisode-là. Bah il est ouais, moi, pour le coup, considéré l'épisode comme me un choque des pas trop, plus ça va, dérangeants mais- de l'histoire des dessins animés. Cet épisode de la série Invader Zim, ou Zim l'envahisseur, met en scène Zim, un extraterrestre se faisant passer pour un élève d'une école qui doit se Ouais. rendre à une visite médicale. Seul problème, si les gens apprennent que c'est un extraterrestre, tout va très mal aller pour lui, et pour éviter d'être opéré, Zim a besoin d'avoir des organes humains pour passer la visite. Tout le déroulé de Oula. l'épisode nous montre donc Zim enlevant les organes des différents enfants de l'école petit à petit, donnant des scènes vraiment perturbantes. Mais qui c'est les malades qui font des dessins animés pour enfants comme ça? C'est qui les malades qui ont des idées comme ça pour des épisodes de dessins animés pour enfants, putain? Les mecs veulent créer des psychopathes, je sais pas. aurait très bien pu être dans la première catégorie de l'iceberg, tant c'est perturbant, et je pense qu'un autre extrait représente bien l'ambiance de cet épisode. Un extrait que j'ai trouvé particulièrement dégueulasse. I've been working out. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Ça Et à me savoir dégoûte. que de nombreuses controverses sont sorties par rapport à cet épisode, notamment une affaire qui a fait énormément de Oh. bruit à l'époque. En 2005, une femme du nom de Pamela Vital est retrouvée éventrée chez elle. On découvrira quelques jours plus tard que l'auteur de l'acte est un certain Scott Dileski, un jeune homme de 16 ans qui était voisin avec la victime. Il sera arrêté 5 jours après le meurtre et sera condamné à la prison à vie. Cependant, aujourd'hui, la peine a été réduite à 25 ans de prison et devrait normalement sortir sous liberté conditionnelle d'ici 2030. Voilà, non, je crois qu'ils ont changé de juridiction, c'est comme ça. Et c'est normalement là que vous vous demandez pourquoi Invader Zim est impliqué dans le lot. Vous allez voir. Lors de son procès, Scott affirmera s'être inspiré de cet épisode qui a développé sa fascination pour les organes humains. Putain, Et voilà, à c'est cause exactement de ce que je disais, ça crée des les psychopathes. décès de la victime ont été aussi atroces. Et non, je ne vais pas détailler la manière dont la victime a été assassinée par respect pour elle. Ce cas en particulier a pas mal bouleversé la diffusion d'Invader Zim qui s'arrêtera après la Tu saison 2. m'étonnes. Les showrunners justifient cette fin de diffusion par un manque d'audience. Et je pense sincèrement que cette affaire a dû marquer un sacré coup dans le paysage médiatique de la série. Nous voilà donc à la fin de cette 5e partie de Bah, l'iceberg. en vrai, Elle était assez tu t'imposes des images comme ça à des gamins alors qu'ils sont en pleine construction mentale et tout. Bah ouais, tu vas peut-être créer des délires chelous chez certains, quoi. Mais vous allez voir que les autres sont pas non plus hyper grandes, mais de toute manière, vous allez voir aussi que les sujets sont clairement pas drôles du tout. Il nous reste 2 catégories en dehors de vos traumas. J'espère que vous êtes toujours là. Passons à l'avant-dernière partie. Non mais Pas besoin il y a des mecs qui créent des épisodes de séries, je te jure qu'ils devraient peut-être aller en tôle certains, parce qu'il faut être complètement timbré pour faire des épisodes comme ça. Mais le pire c'est qu'il y a des gens qui, enfin je veux dire la prod et tout, ils ont vu les épisodes, ils ont fait impeccable, on l'envoie celui-là, il part, il passera à la télé dans 3 semaines. Ils sont pas nets les mecs. de vous faire un dessin sur ce sujet-là, vous l'avez compris, on va aborder cette fois-ci la question
du suicide. Quels ont été les épisodes qui ont marqué l'audience en abordant ce sujet de toutes les manières possibles? On va voir ça maintenant. Tom et Jerry, Blue Cat Blues. On va commencer avec un épisode que beaucoup d'entre vous connaissent et que certains m'ont même mentionné dans les commentaires. Ah bah de c'est la ça, première c'est vidéo. celui où il Parce qu'on va suicide du parler là coup. de l'épisode Blue Cat Blues de Tom et Jerry. Dans cet Il va épisode, sur les on rails, retrouve il est en Tom dépression, il va qui sur les tombe rails et amoureux tout, d'une je chatte crois. blanche. Il essaye Pour se faire d'attirer shooter son par un regard, train. mais il est doublé dans sa course par Butch, son rival en amour, qui lui pour le coup joue de sa richesse et de ses avantages pour faire tomber la chatte dans ses bras. Après de multiples tentatives, allant jusqu'à même signer des contrats ahurissants qui stipulent qu'il doit faire don d'une jambe, d'un bras et de 20 ans d'esclavage, tout ça pour acheter une voiture qui sera d'ailleurs finalement écrasée mais par j'ai Butch. vu Tom cet sera totalement épisode. désespéré et tombera Les trucs de la voiture, là, et tout, ça me progressivement dit dans grave l'alcool. quelque Jerry, de son chose. côté, essaiera d'aider Tom un maximum pour la première fois de la série d'ailleurs, et celui-ci ira jusqu'à faire une tentative de suicide, sauvée in extremis par Jerry. En passant, Tom et Jerry voient passer leur amour respectif avec d'autres partenaires en bateau. Ah oui, Jerry va avec lui marqué après. dessus, et décideront finalement de se mettre sur les rails d'un train tous les deux, attendant leur sort. L'épisode se termine sur les sifflements du train, mettant fin à l'épisode et la série. Cet épisode a créé énormément de C'est dépressifs. pas le dernier épisode de la série. Cette rumeur vient en fait du site Cracked.com, qui est à l'origine un magazine comique américain, et qui déclarera que Blue Cat Blues est bel et bien le dernier épisode de la série. Également, il s'avère que Cracked, ça a pas vraiment le même sens. Cet épisode-là n'est pas une représentation du suicide. Alors ça m'étonne beaucoup parce que si c'est pas la représentation, c'est quoi en fait? Aucune réponse à ce sujet-là malheureusement. Et d'ailleurs la série se terminera dans une quinzaine d'épisodes plus tard, dans un épisode totalement normal, laissant le mystère planer autour de cet épisode. Je vous laisse vous faire votre propre avis en commentaire. Ça peut être... Ça peut être pas volontaire, mais putain, franchement, pour pas le voir quand même, fallait être un peu aveugle. Hein. Looney Tunes, c'est une série d'animation parmi les plus iconiques de l'histoire du cinéma, Ouais. comprenant des personnages absolument emblématiques du dessin animé. Bugs Bunny, Tex Avery, Titi et Gros Minet et j'en passe. Et mine de rien, depuis sa création en 1929, la série a vu passer un nombre incalculable d'épisodes différents, dont celui que nous allons aborder juste ici. L'épisode Life with Feathers démarre avec un oiseau qui est profondément déprimé que sa femme ne l'aime plus et commence à chercher différents moyens pour sauter la vie. Il se décide et se dit qu'il sera finalement mangé par un chat. Il tombe alors sur un chat complètement affamé qui sera plus tard appelé Sylvestre, alias Gros Minet. A noter d'ailleurs que c'est cet épisode qui signe la première apparition putain, de délire. Sylvestre à la télé. Cependant, le chat se doute de quelque chose et pense que l'oiseau est J'ai cru voir un Gros et décide Minet. de décliner la demande, ce que l'oiseau ne va pas tolérer et il mettra tout en œuvre alors pour se faire manger. Voilà pour le plot de l'épisode qui est, il faut le dire, assez limite quand même. La scène où on voit l'oiseau réfléchir à tous les moyens pour lui d'en finir a été coupée sur 5 chaînes différentes dû à la violence de la scène. De plus, les Looney Tunes ont Après, ça toujours visé va. un public de moins En vrai, je trouve que ça va. Parce que en fait, c'est tourné sous l'aspect, je trouve là, pour le coup, un peu humoristique. Enfin, moi, je trouve que ça passe, quoi. Je trouve pas ça vraiment déprimant parce que c'est les Looney Tunes, c'est un peu le délire. Puis, un enfant, est-ce qu'un enfant comprend vraiment le concept de suicide à ce moment-là? Ça dépend de l'âge. Je sais pas, mais je trouve que ça va parce que c'est quand même bien tourné sous l'angle de la comédie, là, pour le coup. de 10 ans. Et montrer ce genre de choses, toute époque confondue, n'a pas vraiment de sens. Et une fois de plus, c'est ce genre d'épisode en fait où je comprends pas trop la décision des showrunners, surtout que quand tu sais que ton public c'est quand même moins de 10 ans, Bah. vraiment je comprends pas Le scénariste se faisait tromper par sa femme et il avait besoin d'extérioriser les pensées sombres. pourquoi tu peux laisser un truc comme ça en fait. Seinfeld. The Suicide. Bon, Pas je vu pense que c'est Seinfeld. compréhensible, c'est littéralement dans le nom. Seinfeld est une sitcom américaine diffusée entre 1989 et 1998, et qui comporte pas moins de Ça explique 9 pourquoi saisons. je l'ai pas Pour vu. résumer un peu la série, c'est un comédien qui joue son propre rôle, Jerry Seinfeld, qui raconte sa vie et qui nous fait vivre son quotidien. Rien de fou. Quand j'ai lu le plot, vraiment, ça m'a pas donné envie d'aller la voir. Pourtant, la série est quand même réputée comme étant l'une des meilleures sitcoms. C'est connu comme étant la très, très meilleure de drôle. tous les temps, d'après de nombreux magazines. Et il y a énormément d'humoristes et tout qui sont hyper fans de Seinfeld et qui considèrent que ce mec est un boss de l'humour et tout, qu'il est vraiment trop fort et qui se sont inspirés énormément de lui. Mais honnêtement, je sais pas si c'est une autre époque ou quoi, mais vraiment, j'arrive pas à capter. Peut-être parce que c'est une sitcom américaine qui est vraiment purement américaine, je sais même pas si elle est passée en France. Je sais pas. En tout cas, je saisis pas la hype. Voilà, si jamais s'il y a des gens qui ont vu Seinfeld, n'hésitez pas. Dans cet épisode, je vais pas le mentionner en entier parce que bah ça sert à rien, ça nous intéresse pas. C'est surtout le début en fait qui nous intéresse. On découvre que Jerry entretient une relation intime avec la petite amie de son voisin. Seul bémol, son voisin découvre la tromperie et ne pouvant plus supporter l'infidélité, il fera une tentative de suicide et se retrouvera donc dans un lit d'hôpital. Ce que je trouve assez dégueulasse et assez dérangeant honnêtement, c'est la manière dont la tentative de
suicide est abordé dans cet épisode-là. Tout simplement parce que bah c'est vu comme quelque chose de comique. Peut-être que j'ai beaucoup de mal et peut-être que c'est le ton de la série, mais bah c'est vu comme quelque chose de comique, c'est tourné au ridicule. Et honnêtement, j'ai pas trop compris pourquoi. Puisque mon rapport à ce sujet-là est quand même assez particulier, puisque c'est quelque chose que je connais très bien. Des proches en ont souffert et je vous épargne les détails que je vais pas aborder, mais c'est quelque chose que bah je connais assez bien. J'insiste, mais d'ailleurs s'il vous plaît, si vous souffrez de ça, voilà, si vous êtes en détresse, parlez-en autour de vous, parlez-en dans les commentaires, parlez-en à de nombreux services, s'il vous plaît, il y aura tous les numéros en description, parce que je veux pas que les personnes qui en souffrent restent dans le silence, et honnêtement, il y en a tellement que, s'il vous plaît, non. Vraiment pas. Et si d'ailleurs des personnes parmi vous ont surmonté ces épreuves, n'hésitez pas à témoigner dans les commentaires, ça serait vraiment très cool. Le suicide, ça peut être abordé de manière humoristique dans certains trucs et ça peut bien marcher. Hein. Dans Little Miss Sunshine, un film avec une gamine qui veut aller faire un concours de beauté et tout, c'est assez délire comme film, c'est vachement bien. Il y a un personnage qui a fait une tentative de suicide au tout début, et genre tout le concept un peu du truc, c'est que... D'ailleurs c'est similaire à ça du coup, parce que c'est un mec, c'est parce que il est gay, il était amoureux d'un gars, et le gars dont il était amoureux, il a découvert qu'il baisait avec quelqu'un d'autre ou qu'il le trompait, et du coup il a fait une tentative de suicide pour ça. Et sa tentative de suicide, elle est abordée par lui-même en fait, de manière hyper comique un peu pendant tout le film en gros, et ça marche bien en vrai. Mais parce que le mec est hyper cynique en fait, du coup ça marche assez bien. Donc en vrai on peut faire de l'humour avec ça, c'est juste qu'il faut que ce soit bien fait. Et pour le coup dans le film, comme c'est bien fait, et surtout que c'est le personnage qui a fait ça, qui en est victime, qui fait les blagues dessus, et que le personnage il est super cynique, bah du coup ça passe tranquille quoi. Ça pourrait aider beaucoup de monde. Merci à ceux qui le feront. Voilà pour cette avant-dernière partie de l'iceberg. On rentre maintenant dans les tréfonds les plus sombres, l'équivalent des abysses. Et vous allez voir que les épisodes qu'on va aborder là sont parmi les plus choquants que j'ai pu aborder jusqu'à présent. Bien sûr, je minimise pas les épisodes qu'on a eu juste avant, parce qu'on a eu vraiment des cas assez horribles. Tous les épisodes sont assez uniques dans leur sujet, donc franchement, je suis assez content de tous les épisodes qu'on a pu aborder. Mais dans cette partie-là réside parmi les épisodes les plus compliqués et les plus sombres de l'histoire. Quoi la partie Passons déjà à la dernière partie de l'iceberg. Meurtre... Ah oui, oh, ouais. Ok. Dans cette dernière partie de l'iceberg, on va aborder Meurtre de 3 masse et épisodes génocide. qui sont liés de près ou de loin au La sujet Shoah. que vous avez vu dans le titre. 3 épisodes choquants, à différentes échelles, certes, mais choquants. On va parler là de tuerie de masse, de violence gratuite et de génocide. Accrochez-vous, on attaque enfin la dernière partie de l'iceberg. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Commençons. Torchwood, contricide. Vous vous souvenez quand je disais Oh. que l'épisode d'X-Files était le pire épisode que j'avais jamais vu? Bah, Oh, bah, menti. pour le coup, Torchwood il y a est un sûrement pilote des la épisodes célèbre de série Doctor Who, Ça m'étonne d'ailleurs qu'avec tous les épisodes qu'on a abordés Ouais. et tous les sujets qu'on a pu voir J'allais dans dire ça. Iceberg, on n'ait pas fait mention de Doctor Who. Ouais, Parce que exactement, j'étais en train d'y penser parce que genre vraiment si on met Torchwood dedans, je pense qu'on peut complètement foutre Doctor Who. Il y a des Doctor Who, c'est léger de temps en temps, mais vraiment des fois c'est super deep, et il y a des épisodes qui sont vraiment flippants en fait. Alors que Doctor Who c'est pas porté sur l'horreur ou quoi que ce soit, mais vraiment c'est juste que des fois c'est tellement bien fait, tellement bien abordé certains trucs que bah c'est terrifiant. Mais Torchwood, je sais pas de quel épisode il va parler. Moi je me souviens d'un épisode de Torchwood qui m'avait vraiment marqué de ouf à l'époque. C'était un épisode où en fait ils enquêtaient sur des disparitions de gens, et en fait il s'avère que ces gens tombaient dans des failles spatio-temporelles ou quelque chose comme ça. Ils étaient transportés sur d'autres planètes à d'autres époques et tout des fois. Et il y a une femme qui cherchait son fils disparu depuis 20... Non, il venait de disparaître son fils, voilà, son fils venait de disparaître, donc elle était en train de le chercher, il avait disparu une semaine ou 2 semaines avant, et elle le cherchait partout. Et dans l'épisode, à la fin, on découvre qu'en fait, les gens disparus, certains arrivent à revenir sur Terre, et sauf que les gens qui arrivent à revenir sur Terre, en fait, ils sont, certains sont enfermés dans je sais plus, un centre ou quelque chose comme ça, pour qui les accueille et qui s'occupe d'eux, quoi. Et cette femme, du coup, découvre l'existence de ce centre, elle y va, et je crois que c'était le capitaine Jack Harkness, le personnage principal, qui essayait de la convaincre de ne pas y aller, de pas essayer de découvrir ce qui est arrivé à son fils et tout. Elle y va quand même, et elle découvre que son fils est bien revenu sur Terre, qu'il est bien dans le centre là, sauf que en fait il est tombé dans une faille spatio-temporelle qu'il a envoyée vraiment sur très très loin dans l'espace, sur une autre planète qui était en guerre, et qu'il a, il a été complètement défiguré pendant cette guerre, pendant ces massacres là, qu'ensuite il a réussi à revenir sur Terre, sauf que c'est une phase spatio-temporelle, donc en fait il a été envoyé dans une autre époque il y a longtemps,
Et la personne qu'elle a sous ses yeux, c'est pas le fils qu'elle a perdu. C'est un vieil homme défiguré. Mais on sait que c'est sa mère parce qu'il la reconnaît, il reconnaît sa mère. Et c'est terrible parce que du coup, elle fait à moitié une crise, elle crie, elle se met à hurler, elle dit que c'est pas son fils et tout. Et elle le reconnaît pas, même quand il lui dit que si, c'est lui, son fils, c'est sa mère et tout. Elle refuse de l'accepter et je sais plus, je crois que l'épisode doit se finir un peu comme ça. Et ça m'avait trop marqué parce que c'est au-delà de l'horreur visuelle ou quoi que ce soit, c'est vraiment là, à ce moment-là, l'horreur absolue de l'enfant qui a subi la guerre malgré lui parce qu'il a juste pas eu de chance. Et quand il arrive à rentrer chez lui après avoir survécu à toutes les épreuves et tout, bah il est repoussé parce que c'est plus la même personne quoi. Il a trop changé et il a trop été défiguré et dévisagé quoi. Et puis il a vieilli et puis c'est pas lui que sa mère elle attendait l'enfant qu'elle a perdu, le jeune enfant qu'elle a perdu, elle attendait pas un vieil homme qui avait vécu toute sa vie déjà et tout. Enfin, bref, cet épisode m'avait trop marqué quoi. Ceux qui connaissent la série, je sais pas si c'est de ça qu'ils vont parler. Doctor Who, c'est quand même assez bah non, spécial. meurtre de masse et tout, ça doit pas être ça. Emblématique qui remonte, Autre tenez-vous chose. bien, aux années 60. Je sais Ouais, mais il y a eu une assez pause. fou, parce que même moi, je l'ai Non mais il y découvert a eu une pause de 30 ans, c'est pour ça. Ça a commencé en 60 ou 50 et quelques, fini en 80, 90 et repris en 2005. cette vidéo. Et oui, ça existe depuis les années 60. C'est assez fou parce que nous, notre génération... J'ai maté toute la nouvelle série depuis le série 2005. de 2005. C'est trop Et bien. il s'avère qu'il y a bel et bien eu une série entre 1963 et 1980. J'ai maté quelques-uns des premiers épisodes aussi. Sur le cul quand j'ai appris ça. La série comporte pas moins de 7 spin-offs télévisés, ce qui en fait littéralement un univers à lui tout seul, appelé le Wooniverse. Et parmi ces spin-offs, on retrouve la série Torchwood, c'est vraiment une cool. série de science-fiction diffusée entre 2006 et 2011 et comportant 4 petites saisons pour 41 épisodes. La série prend place après la deuxième saison de Doctor Who. On y suit une agence secrète galloise créée par la reine kiffais. Victoria pour lutter contre Et moi j'ai les découvert Torchwood avant même de savoir que Doctor Who existait. Pour le coup j'ai maté Torchwood, j'avais jamais maté un seul épisode de Doctor Who quoi. Donc j'avoue que je comprenais, il y avait des éléments qui étaient liés à Doctor Who que je comprenais pas trop, voire pas du tout. Après j'ai maté Doctor Who et j'ai tout connecté ensemble à ce moment-là. J'ai compris Jack Harkness déjà parce qu'il est dans Doctor Who en fait. Et c'est un personnage très récurrent dans les premières saisons de Doctor Who. terrestres et leur agisme. La série se veut volontairement plus sombre et plus adulte que l'original, s'auto-qualifiant même de sinistre et psychologique. Et d'ailleurs la série ira même jusqu'à être interdite au moins de 15 ans sur le format DVD. Maintenant que les bases sont posées et que vous connaissez un petit peu la thématique de la série, on va pouvoir aborder cet épisode contricide. L'épisode commence avec une femme qui est en voiture au téléphone. Elle s'arrête d'un coup sec à la vue de ce qui semblerait être un corps gisant au sol. La dame, prudente, sort avec une batte de baseball et commence à voir si la personne est bel et bien vivante ou non. En la retournant, elle s'aperçoit que c'est un leurre et au même moment, la musique de sa voiture s'arrête. On y voit une silhouette passer, la dame courant jusqu'à sa voiture, mais c'est trop tard. Une créature masquée se jette sur elle, elle hurle de terreur et le générique se lance. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'épisode nous met directement dans l'ambiance. On retrouve alors l'équipe de Torchwood qui fait le point sur l'enquête en cours, déclarant que 17 personnes seraient apparemment portées disparues en l'espace de 5 mois, mais qu'aucun corps n'a été retrouvé depuis. Plus tard dans la forêt, on retrouve Gwen et Owen discutant de manière j'en ai vu un paquet, je crois. non conventionnelle. Dans le même temps, Gwen apercevra une silhouette qui ressemblera fortement à la silhouette qu'on a vue au début d'épisode. Les deux partent en chasse, mais tombent finalement sur un corps, et en enlevant le drap, ils découvrent un cadavre sans peau, la chair à vif, laissant limite que les os exposés. Bon, je suis obligé de flouter, c'est un peu normal. En arrivant devant la grange, ils décident de se séparer pour fouiller les lieux. En rentrant, ils découvrent que c'est désert, mais qu'une forte odeur rôde dans la maison. Gwen avance et y rentre dans la cuisine. L'odeur est tellement immonde que les mouches se baladent dans la pièce. Après, Torchwood, en vrai, c'était un peu trash. Hein. Il y a beaucoup d'épisodes trash comme ça. Rien que celui dont j'ai parlé tout à l'heure, là. Toshiko et Lando vraiment choquant et tout. Prisonniers et tenteront de trouver un Doctor Who, c'est très loin d'être aussi choquant. D'abord sur un tas de vêtements et de chaussures. La plupart du temps. Des fois, c'est choquant quand même. Jusque là, on a le droit de se demander si avec mais ces vêtements. Doctor Who, ça fait travailler l'imagination du spectateur souvent. Et des fois, ce qui est choquant, en fait, c'est les trucs qu'ils te montrent pas, en fait. Ils vont expliquer des trucs et en fait, ça va être choquant parce que ils te montrent pas les trucs, mais des fois, c'est quand même très très choquant malgré tout, quoi. Éventuellement, ils peuvent retrouver des traces des corps jusqu'à ce que Toshiko ouvre le frigo. Je vous mets pas la scène en entier. C'était des viandards. Je pense que ne serait-ce que pour la décrire, ça serait dégueulasse. Mais on y voit un nombre incalculable de restes humains démembrés. Et honnêtement, je pense que j'ai déjà trop détaillé entre la fois précédente et là. Voilà, donc on va peut-être se calmer. Ils tomberont ensuite sur une femme qui leur explique que le monstre s'appelle en fait le Harvest, qu'il compte tuer chacun des membres de Torchwood et qu'il est celui qui a tué tous les habitants de ce village. Les deux se retrouvent finalement piégés par la femme et un homme qui se révèle être ce fameux Harvest. Après, c'est série pour. Ouais. Je vais m'arrêter là. Non, c'est vrai que c'est pas série pour enfants, j'arrête pas de tomber dans le piège. Clairement, tout le côté trash, il se passe
dans cette première partie. Et au final d'ailleurs la fin de l'épisode est assez classique. Bon je pense que vous avez compris quelle thématique est abordée dans cet épisode. Parler des tueurs en série c'est surtout fréquent d'en faire mention dans les séries télé, notamment dans les séries policières qui sont fortement sujets à l'exploitation à l'écran de ces personnes-là. Alors qu'à contrario dans les dessins animés c'est Esprit criminel. de trouver un cartoon qui contient ce type de personnes. La seule exception à la règle sont dans les animés japonais qui ont pour le coup beaucoup plus de liberté à faire apparaître des individus sinistres. Et je ne compte pas le nombre d'animés qui contiennent ce genre de tueurs en série, qui sont d'ailleurs bien trop souvent romancés. D'ailleurs c'est une réflexion que je me suis faite récemment, mais pourquoi tous les tueurs en série sont romancés dans les séries et les films? Vous avez 4 heures. Plus sérieusement, je serais ravi de voir vos avis là-dessus. Parce que C'est vrai ça... vraiment, je ne comprends pas cette fascination pour les tueurs en série. Ouais, c'est ça, Avec ça Dahmer, fascine. pour le coup, c'est le plus grand exemple. C'est assez hallucinant, vraiment le... Parce qu'on comprend pas en la fait manière comment dont des c'est- gens peuvent vivre dans notre société et se comporter comme ça en fait. On comprend pas comment des gens monstrueux comme ça peuvent se cacher à visage découvert en fait. Commencer. Avatar, le dernier maître de l'air, le temple de l'air du sud. On enchaîne directement avec un gros morceau. Ouais, j'allais dire... Avatar le maître de l'air. Avatar le dernier maître de l'air, c'est une des séries d'animation les plus emblématiques Que la même de ma personne. génération. De multiples adaptations du dessin animé ont été faites comme des comics, une série Netflix qui est tout récente et un film qu'on va oublier parce que faut oublier ce film. La série a été diffusée en France d'abord sur TF1 puis Nickelodeon et est actuellement toujours diffusée. J'ai pas sur vu la série, faut que je mette la On y série. suit Aang, jeune maître de la l'air, série, et dernier de live sa action. lignée qui a été libéré par deux membres de la tribu de l'eau, Katara et Sokka. Il découvre par la suite qu'il est l'héritier d'une longue lignée de gens appelés les avatars, qui sont les seules personnes à maîtriser les 4 éléments, l'air, l'eau, la terre et le feu. Cependant, le dernier élément Remarque, je devrais maîtriser, peut-être plutôt il est finir la assez série Avatar compliqué, normale. étant donné qu'il y a littéralement une guerre Avant. en cours causée par eux. Voilà, donc c'est assez compliqué de maîtriser le feu. La mission de Aang sera donc de rétablir la paix entre les peuples et les éléments, et c'est à peu près tout pour le plot de l'animé. Vous aurez remarqué aussi que j'ai précisé que Aang était le dernier de sa lignée. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Dans l'épisode Le Temple de l'air du Sud, Aang, Katara et Sokka se rendent dans l'ancien temple de l'air de Aang. En arrivant, l'endroit est complètement désert. J'ai vu, et je en crois, explorant les celui-là. environs, Katara trouve un casque appartenant à la Nation du Feu. Comme La Nation je vous du ai Feu dit, est arrivée la avant Nation lui du et Feu, tout, C'est ouais. la nation qui veut s'emparer de tous les peuples et qui veut s'emparer. Enfin non, elle est arrivée il y a très longtemps Et je crois. Je crois qu'ils ont massacré le temple il y a très longtemps. par soif de conquête, ils ont commencé par détruire chacun des temples de l'air. Aang découvre alors que ses frères, ses compagnons, ses amis du temple de l'air sont tous morts et réalise alors le poids de ce qui est arrivé à son peuple. L'épisode est très touchant mais très violent à la fois. On comprend vite que ce qui s'est passé ici relate très certainement d'un génocide, et que ce soit le temple de Aang, mais aussi tous les temples de l'air. Parler de génocide dans un dessin animé pour enfants, c'est une mission. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle le extrêmement dernier risquée. maître de l'air. Puisque peu de dessins animés arrivent à sortir un résultat C'est plutôt correct, clair. surtout quand il s'agit d'y aller d'une manière très subtile. Et c'est ouf parce que ce que je trouve flagrant là-dedans, c'est qu'avec nos yeux d'adultes, on se rend compte vraiment de l'importance et des conséquences, en gros, concrètement de ce qui s'est passé. Et c'est ouf de se dire que l'épisode et la série ont vraiment un fond beaucoup plus important que ce qu'on peut penser. Static Shock. Jim. Corps statique. Pour ce dernier épisode, je On l'avait déjà vu dans la pensais première pas partie. aborder ça dans un iceberg. Peut-être pas en tout cas dans un iceberg des dessins animés. Étant donné que je m'attendais pas à ce qu'un épisode mentionne ça de manière explicite. On peut parler C'est quelque d'Invincible. chose qui va être compliqué à aborder. Au niveau Qui va génocide, peut-être c'est pas être mal aussi. choquant pour Meurtre vous de masse. ou pas, ça va dépendre. Mais qui était nécessaire à aborder. On a parlé de presque tous les cas dans cet iceberg, que ce soit avec des images choquantes, des thématiques comme le harcèlement, la fin du monde, les violences conjugales, les homicides et j'en passe. Et ce qu'on n'a pas encore abordé, c'est les tueries de masse dans les écoles. Ah. Madame, monsieur, bonsoir. De nouveau, Ouais, la violence j'avoue. dans les lycées américains. Putain, quel enfer les States avec ça. Depuis octobre 97, En vrai, genre, il y a vraiment des gens qui doivent avoir des phobies de ouf à l'école juste à cause de ce genre de truc aux States. Hein. Vraiment, parce que c'est tellement une possibilité que ça arrive en fait, qu'il y a des gens qui doivent juste paniquer, qui doivent avoir peur d'aller à l'école à cause de ce genre de choses. C'est complètement compréhensible en plus. éclaté dans des écoles américaines. He said, I'm going to shoot my grandmother. The second post was, I shot my grandmother. The third post, I'm going to shoot an elementary school. Des exemples extrêmement connus comme la tuerie Ouais, du lycée Columbine. technique de Kerch ou encore la tristement célèbre fusillade de Columbine. Ce Ouais. dernier ayant été l'un des gros facteurs de nombreuses tueries de masse, notamment à Columbine, c'est un enfer parce que les gens ils ont été idolâtrés, les tueurs de Columbine. Et du coup, en étant idolâtrés, ça a créé plein de gens qui sont fans d'eux et qui ont envie de reproduire ce qu'ils ont fait. Et du coup, il y a plein de gens qui ont été commettre des actes atroces juste pour pouvoir faire comme eux en fait.
cause de la surmédiatisation de celle-ci. C'est donc un sujet extrêmement compliqué qu'on va aborder là, surtout dans un programme pour enfants de type cartoon, diffusé en plus de ça à des heures adaptées au jeune public. Surtout que Static Shock, bah ça vient quand même d'un comics à la base, donc c'est quelque chose qui vise les enfants. Static Shock, c'est complètement un truc pour enfants. C'est un défi que vont Moi je relever m'attendais les Static créateurs Shock et les quand j'étais petit, je me de la souviens. série Static Shock, qu'on avait déjà Je kiffais abordé trop. dans la première partie avec un épisode centré sur le racisme. Et je trouve ça quand même vachement bien que Static Shock mette en avant justement des sujets, des thématiques qui sont assez graves, comme le racisme, comme les tueries de masse, et indirectement d'ailleurs même le Ah ouais, c'est harcèlement. important de mettre ça dans les séries pour Franchement, enfants. je trouve ça bien qu'une série mette l'accent sur des éléments aussi importants dans un programme destiné aux enfants. L'épisode Jimmy débute avec Virgile qui découvre son ami en civière. Son père lui dit de ne pas venir avec eux et le plan suivant, on le voit dans le bureau d'un psychologue. Virgile peine à tout raconter mais décide de se lancer. Il dit que dans sa classe, il y a un garçon assez réservé qui s'appelle Jimmy. Celui-ci se fait trop souvent harceler par un de ses camarades de classe, jusqu'à même inquiéter nos deux héros. Pour soutenir leurs camarades, Virgile et Richie se rendront chez Jimmy pour lui offrir une nouvelle souris qui s'est fait péter à cause du bully qui le harcèle, et Jimmy acceptera que les deux amis rentrent chez lui. En montant dans sa chambre, il découvre un univers d'adolescents classique, avec des posters, des jeux et toutes sortes d'objets. Jimmy propose alors à ses deux nouveaux amis de Est-ce leur que j'ai montrer vu un cet truc, épisode ou pas? l'arme à feu de son père. I could show you something even cooler. I could show you a real gun. Je crois pas avoir vu beaucoup d'épisodes de Static pour le coup. Virgile et Richie quitteront les lieux, laissant le jeune Parce que bon, c'était homme l'époque seul. où tu pouvais mater les trucs qu'à la télé, quoi. Du coup, bon, tu matais un épisode sur 10 en vrai. T'en matais un, t'en loupais 9. Virgile trop commence chiant, à ça. montrer de gros signes d'inquiétude vis-à-vis de Jimmy, pensant qu'il risque de commettre un acte d'une ampleur démesurée. Et plus l'épisode va avancer, plus la tension va monter. Mais Virgile perd pas espoir et pense que Jimmy est toujours sauvable. Pour ce faire, ils l'emmèneront dans différents endroits histoire de lui changer les idées. Le tournant a lieu lorsqu'ils retrouveront Jimmy enfermé dans un casier, celui-ci en larmes, et c'est réellement à partir de là que la santé mentale de Jimmy va totalement dégringoler. Le lendemain, il ne viendra pas à l'école et Virgile décide de lui rendre une petite visite pour savoir comment il va. À sa grande surprise, il aperçoit qu'il n'est pas chez lui et se décide de regarder son ordinateur quand il découvre que le jeune homme écrivait en fait un journal sur son harcèlement et son potentiel passage à l'acte qu'il rediffusait sur un forum. Virgile, en panique, décide de prévenir son père qui partira directement à l'école. Dans le gymnase, on découvre Jimmy confrontant son bully en sortant une arme pointée sur lui. Les autres élèves tentent de l'en dissuader, lui dit qu'il va le regretter s'il fait ça. Jimmy en tremble, commence à hurler sur le bully qui s'excuse pour tout ce qu'il a fait. Quand le coup de feu part. Ouais, ça va, ok. C'est C'est Richie encore qui soft. se retrouvera touché C'est d'une pas un balle. massacre, Virgile, il a qui avait pas. débarqué en costume, vient porter secours à son ami. L'épisode se termine avec l'exclusion de l'élève bully de l'établissement, ainsi qu'un message de prévention. L'épisode est assez fort et direct dans sa manière d'aborder les tueries de Ça masse va. à l'école. Surtout quand tu sais C'est à un quel bon point épisode c'est de prévention, compliqué en vrai. pour les showrunners d'aborder ce sujet-là sans que ce soit Justement, c'est bien forcément super qu'ils aient compliqué. pas provoqué la tuerie pour pas donner d'exemple. Parce que c'est le problème, c'est que des fois les exemples ça pousse les gens à le faire. On le voit bien avec Columbine. Et en même temps, c'est quand même assez dramatique pour que les gens se rendent compte qu'il y a un problème en regardant l'épisode et se disent que faut peut-être pas harceler les gens à l'école. Bon, s'il y a ne serait-ce que 5% des gens qui ont vu l'épisode qui ont réussi à en tirer cette morale, c'est déjà mieux que rien. Hein. C'est 5% de gens qui harcèleront moins de personnes. Quelque chose de fatalement violent et graphique. Et c'est ça aussi que je trouve bien dans les épisodes qu'on a abordés, c'est qu'ils trouvent tous en fait une manière d'aborder un sujet ou une thématique, mais qu'ils le font tous d'une manière subtile. Enfin, ça dépend pour certains, Ouais. du moins dans la plupart des Ça, cas. ouais, ils ça font pas dépend non plus des- super vraiment bien. des Soit dans la épisodes. première ou la deuxième. Petite maison dans la prairie, vraiment. Hein. Je le redis, hein. Mais la petite maison dans la prairie, vraiment, c'était pas très subtil. Deuxième partie, on a pu aborder des épisodes tout au long de l'iceberg qui étaient soit méconnus ou surtout populaires aux USA, soit connus chez nous en France avec quelques bribes de souvenirs par-ci par-là. Je sais que j'aurais pu mettre plus d'épisodes dans cette liste, plus de dessins animés, plus de séries. Et même des animés japonais. Pour ça, je préfère le réserver pour une prochaine vidéo. Je tenais bien sûr à pas vous laisser là-dessus, et comme je l'ai dit en début de vidéo, à vous laisser sur vos traumas à vous, avec les épisodes que vous m'avez envoyés dans les commentaires. J'en ai sélectionné 5, et j'espère que cette sélection vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs à continuer de noter vos traumas en commentaire, il y a sûrement des sujets de façon que j'aurais pas abordé quoi qu'il arrive dans cette vidéo, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à mettre vos traumas, que ce soit des animés, des films, des séries, des films d'animation, vraiment n'hésitez pas, et comme ça on se fera une grosse rétrospective pour une prochaine fois. Il avait dit quoi, 5? Contrairement aux autres parties, je ne vais pas développer et analyser en détail les épisodes, mais je vais surtout aborder le côté général des sujets. Je sais pas si vous avez tout compris, je sais pas trop m'exprimer, mais de toute manière vous allez voir, en gros on va surtout survoler les sujets, mais rentrer un petit peu dans le détail pour certains sujets, vous allez voir. Les traumas dans Bob l'éponge. On commence avec quelque chose que vous avez pas mal mentionné dans les commentaires de la vidéo, à savoir les traumas de Bob l'éponge. De toute manière, on a pas mal parlé de Bob l'éponge et tout, de ses traumas. Voilà, Ouais, il y avait beaucoup d'épisodes de Bob l'éponge. 4 épisodes, je sais plus. Notamment dans la première partie de l'iceberg, beaucoup moins dans la deuxième. Mais Qui a parlé de Bob l'éponge qui devient une éponge. C'est quand même assez perturbant. Enfin, qui devient une éponge sèche. Commencer par ce truc. What the fuck? Et honnêtement, je peux comprendre. Un gorille humanoïde dans une série de type cartoon, c'est pile le genre de choses que t'as pas envie de voir,
surtout pour le côté complètement curse du personnage. Je sais pas Ouais. vous, mais ce gorille, il m'a quand même Ah, fait quel pas mal enfer. penser aux morses dans Pingu. Et honnêtement, je vous laisse débattre, j'arrive pas à savoir qui est le plus flippant entre les deux. La deuxième chose dont on va parler concernant Bob l'éponge, c'est de l'épisode où Bob et Patrick se rendent dans une ville appelée Rock Bottom. Rien à voir avec le finisher de The Rock. La ville se situe bien plus bas que Bikini Bottom, et ce qui peut faire peur en apparence, c'est surtout son D'accord. aspect extrêmement lugubre et ses habitants, si on peut appeler ça comme ça, qui sont clairement les éléments les plus perturbants de cet épisode. Ah, c'est des poissons de... Je sais ce que vous allez me dire, c'est assez étonnant qu'on n'ait pas parlé Les abysses. d'Adventure Time dans cet iceberg. Et je vous dirais que oui, c'est extrêmement improbable. Surtout quand tu sais que la série aborde des sujets assez glauques, notamment littéralement une métaphore d'une guerre nucléaire, entre autres. Sauf que Pas dans ce vu. cas précis, on va pas Faut que je parler d'une regarde. catastrophe ou quoi, on va parler de ce truc. What the C'est quoi fuck? La créature des enfers est un cerf qui apparaît pour la première fois dans l'épisode. Personne ne vous entendra crier. Un super nom en apparence, What super. the fuck? Le machin enlève ses sabots comme si c'était des gants, wesh. Et puis le royaume confiserait. Il apparaîtra majoritairement debout sur ses deux pattes arrière et dévoilera même sous ses sabots des mains humaines, ce qui renforce encore plus la terreur de ce personnage. Du coup, je peux comprendre que certains d'entre vous aient flippé à la vue de ce truc. Voilà, je sais même pas si on peut appeler ça un cerf, vraiment. C'est terrifiant. Les traumas dans les Teletubbies. Enchaîner Adventure Time et les Teletubbies, je pense qu'il y a que sur cette chaîne YouTube que vous verrez ça. Honnêtement, ça m'étonne, tout comme Adventure Time, qu'on soit passé à côté des Ouais, Teletubbies, Teletubbies. tant la série comporte un maximum d'éléments Ouais, les traumatisants pour Teletubbies, c'est enfants, juste, à commencer par les Teletubbies eux-mêmes. Je sais pas pourquoi. C'est dérangeant en fait. Il y a des aspects, des trucs dérangeants dans les Teletubbies. Je pense qu'on revient encore au délire de l'Uncanny Valley en fait. Je pense que c'est parce que c'est les machins qui sont un peu trop anthropomorphiques ou des objets qui ont des têtes d'humains, des objets qui ont des visages humains sur eux et c'est pas normal en fait et ça dérange en fait. Je pense que Ouais, mais c'est ton cerveau, il la arrive tête pas des à... Teletubbies, je la trouve absolument terrifiante. Voilà, leur Il arrive visage, pas à leur, gérer ce genre de trucs. Leur costume, je trouve ça horrible. Après, il y a les images cursed, hein, bien sûr, sur internet qu'on a tous trouvé, qui ont renforcé un petit peu cette aura-là. Mais en tout cas, moi, c'est mon cas. Voilà, je suis très efficace, La c'est très la. efficace sur moi. Très réceptif. Bien sûr, de nouveaux éléments viendront s'ajouter à ça pour rendre la série un peu plus flippante aux yeux de tout le monde. À commencer par un élément central de la série, Ouais. le soleil. Ce fichu soleil Un qui en a bébé terrorisé avec une tête de soleil. des plus d'un. Certains parlent du rire du bébé, d'autres de l'aspect assez étrange de celui-ci, mais quoi qu'il arrive, il a quand même marqué les esprits, comme l'a fait également un certain lion, voilà, à dents très pointues, qui était quand même assez flippant pour des enfants en bas âge, ou encore l'aspirateur qui a terrorisé pas mal de personnes, surtout quand tu Ah oui, mais vois rate cette sa scène gueule. du chétan. What the fuck? Pardon? Qu'est-ce qu'il est en train de faire l'aspirateur là? Non mais cette scène elle a dû donner des idées à beaucoup trop d'adolescents. Hein. Faut pas, ils ont déjà assez d'idées bizarres comme ça les adolescents. Faut pas aller en plus nourrir leur imagination comme ça. Mais what the fuck? Poe loves the Nunu very much. Courage, Ramsès. Il faut qu'on soit à la fin de cet iceberg pour que je mentionne une deuxième fois courage. C'est scandaleux. Ok. Et après avoir fait mention Ok. de la fille au violon, après avoir fait mention du Muggle Monster, on s'attaque cette fois-ci à Ramsès. Ce qui est clairement terrifiant là-dedans, c'est son esthétique. Déjà parce que son chara-design est absolument horrible, et pour être honnête, sa manière de bouger fait également assez badé. Je trouve ça fou quand même d'à quel point la série arrive à caler des trucs absolument horribles. Les monstres, les choses un peu bizarres de Courage, je trouve ça assez fou, et que aussi ça ait marqué autant de gens. Courage est vraiment un dessin animé exceptionnel. Ouais, c'est stylé. Quoi de mieux pour se terminer Code Lyoko. cet iceberg des dessins animés par l'un On de mes ira, préférés on all time, sauver à savoir notre Code existence. Lyoko. J'ai un amour inconditionnel pour cette série que je considère parmi mes cartoons préférés. Et honnêtement, c'est vrai que certains épisodes ou certaines entités sont particulièrement impressionnantes. Notamment les monstres de Xana, ouais. voilà, que ce soit sur Trop Lyoko bien, ou Code quoi. Lyoko. Je trouve que c'est clairement quelque chose d'efficace pour les gosses. Bon, bien sûr, j'ai pas tous les noms en tête, mais voilà, je vous mettrai quelques exemples de trucs que je trouve absolument horribles. Cependant, un abonné dans les commentaires m'a fait mention d'un épisode appelé Canal Fantôme, qui l'avait pas mal touché par le passé, et je me suis dit que c'était l'occasion de parler de Code Lyoko via un épisode marquant. Et Ah, par contre, j'avoue que la réutilisation d'images pour Aelita qui va désactiver et qui rentre le code Xana à chaque fois, ça c'était vraiment... Je pense que chaque épisode devait genre utiliser 6 ou 7 minutes d'images déjà enregistrées dans d'autres épisodes et qui étaient reproduites en permanence à chaque épisode, quoi. Vraiment... Je vais un peu briser ma règle du début, je vais légèrement détailler sur cet épisode-là parce qu'il y a des choses à dire. Canal Fantôme est le 24e épisode de la saison 1 de la série. Après une mission rondement menée, Jérémy fait un retour vers le passé pour ramener le monde à la normale. Jusque-là, tout va bien. Cependant, un phénomène assez étrange se produit et Jérémy se retrouve dans une réalité
réalité différente des autres membres du groupe. Dans sa réalité, Yumi, Ulrich et Odd ne sont plus avec lui, alors que les autres voient un Jérémy bien plus différent que la normale. L'épisode avance et on découvre que le Jérémy qui était avec les autres est en fait un programme créé par Xana, visant à garder les autres avec lui. Une fois la supercherie découverte, Xana dévoile son vrai visage dans une scène assez impressionnante. Cette espèce de version démon de Jérémy, je m'en souvenais plus jusqu'à ce que je revoie l'épisode. Et pour être franc, je me suis rappelé que j'avais déjà vu l'épisode et que ça m'avait drôlement impressionné à l'époque. Surtout que je vous dis ça, voilà, je devais avoir un peu moins de 10 ans. Voilà, j'ai regardé tous les dessins animés très tard. Hein. Mais en revoyant l'épisode, ça m'a surtout rappelé de bons souvenirs. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir des dessins animés et des moments qui nous ont choqués. Aujourd'hui, on en garde un bon souvenir, quelque chose de nostalgique. Et même si certaines scènes ont pu nous choquer par le passé, voire traumatiser, ça reste, je trouve, une part importante de notre enfance et de notre adolescence. Pingu, c'était curse quand même, hein, vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis très content d'avoir pu faire cette iceberg. Je confirme. Je suis super content. Une bonne ce vidéo. premier essai en tout cas parce que même si c'était un concept assez connu, pour moi c'est un concept déjà de base que j'adore et honnêtement je voulais juste essayer un petit peu, voir comment ça pouvait rendre. J'ai peut-être pas choisi le sujet le plus idéal, c'est vrai que j'aurais pu choisir un meilleur sujet, mais en tout cas je trouve que le pari est plus ou moins réussi. Ça marche Il y a bien. encore beaucoup de travail à faire, je suis d'accord avec vous. De toute manière, comme je l'ai dit, c'est un concept qui me plaît énormément, c'est ce qui m'a fait. Ouais, il y a du travail, à faire, mais ça marche bien. Franchement, c'est bien fait. Il a fait un bon boulot, c'est bien monté. Franchement, non, hein, impec. Surtout en plus, si c'est la première fois qu'il fait ce concept et tout. Franchement, c'est propre, hein, c'est bien fait. Les divers, les vidéos horreur et tout. Voilà, je suis trop content d'avoir découvert ce concept. Il est trop cool. Et c'est clairement pas la dernière fois que je vais exploiter ce concept-là. Je pense qu'il y a beaucoup encore de sujets à développer avec ça. En attendant, pour vous mettre un petit peu au courant, le mois de septembre sera un peu moins chargé pour le coup. Je pense qu'on va sortir qu'une seule vidéo dans le mois de septembre. Cependant, je vais essayer de sortir 2 vidéos. Je vous promets rien, mais je vais essayer de vous sortir 2 vidéos pour le mois d'octobre parce que c'est un mois, c'est la saison d'Halloween, donc c'est trop cool. Voilà, on va sortir des histoires un petit peu d'horreur, ça va être trop sympa, putain, vous allez voir, ça va être trop cool. Je tenais à vous remercier énormément aussi pour le soutien, tout le soutien que vous m'avez apporté sur la première vidéo. Surtout que maintenant il peut faire de l'oseille, vraiment... parce qu'il a passé les 1000 abonnés, il peut faire de l'oseille avec YouTube maintenant. Merci énormément, comme je vous ai dit en début de vidéo, vous êtes littéralement... Je dois très largement passer les 4000 heures aussi. J'en parlerai sûrement dans une FAQ si un jour on en fait, si un jour on atteint un certain palier, j'espère. Donc voilà, de me faire vivre littéralement mon rêve, merci énormément. Si cette vidéo vous a plu, si les 2 vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à les liker, les commenter, les partager, à vous abonner évidemment, c'est le plus important. Et je préfère le redire, mais c'est le plus gros soutien que vous pouvez me donner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Eldorak. Et bah franchement, bonne vidéo, hein. On laisse un petit like et on s'abonne, tiens. Allez. En plus, lui, pour le coup, il a vraiment besoin d'abonnés. Parce qu'il n'en a pas beaucoup, et par rapport à la qualité de ce qu'il fait, il mérite beaucoup plus d'abonnés. Et il mérite beaucoup plus de vues, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il mérite vraiment beaucoup plus de vues pour tout le travail qu'il a fourni là, et pour la qualité de sa vidéo. Donc n'hésitez pas à aller mettre un like, et à aller vous abonner, et à aller regarder ses vidéos, parce que c'est vachement bien. Voilà.